Veuillez vous asseoir. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, Madame la chef de l'opposition, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et distingués invités, c'est pour moi un honneur de participer à l'ouverture de la 74e législature du Parlement jeunesse du Québec. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation. C'est un événement unique en son genre. Et compte tenu de la nature des fonctions que j'occupe actuellement, vous savez, je suis la gardienne du Conseil des ministres puisque je suis la greffière. Donc, je dois m'assurer que tous les documents officiels qui vont être traités sont dans les normes et dans les formes. Vous comprenez que j'accorde une importance particulière à ce qui se passera dans cette enceinte au cours de la prochaine semaine. Je tiens aussi à saluer les efforts réalisés pour que le recrutement des participants soit représentatif de la diversité dans tous ses sens de la jeunesse québécoise. Bravo! Votre participation au Parlement jeunesse, un 26 décembre, qui est plus démontre votre engagement envers la démocratie québécoise. Cette simulation vous permettra de vivre les différentes étapes du processus législatif de l'Assemblée nationale. Elle va vous permettre de vous familiariser avec le rôle de l'Assemblée et celle des députés représentant les 125 circonscriptions électorales du Québec. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le cœur de la démocratie du Québec. C'est l'institution fondamentale de l'État québécois. C'est un forum privilégié où les députés, qui représentent les citoyens de leur circonscription, je fais un aparté ici pour vous rappeler que vous représentez tous les citoyens et non seulement vos électeurs, pour débattre des questions d'intérêt public et exercer le rôle de législateur et de contrôleur de l'action gouvernementale. À titre de représentant de la population du Québec, les députés doivent contribuer à l'étude et l'adoption des lois. Ils participent au pouvoir de surveillance dévolu à l'Assemblée nationale, compte tenu de l'imputabilité du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes. Ils doivent aussi porter assistance aux personnes et aux groupes qui demandent son aide dans leur rapport avec l'État et participer au débat public. L'Assemblée nationale a aussi l'autorité pour nommer certains dirigeants d'organismes, des personnes désignées par l'Assemblée, dont l'impartialité et l'indépendance sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et au maintien de la confiance du public envers ces institutions. À titre d'exemple, le commissaire à l'éthique et à la déontologie, le vérificateur général du Québec, le directeur général des élections, le protecteur du citoyen sont parmi ceux qui ont le privilège d'être nommés par votre Assemblée. Le Parlement jeunesse, c'est une occasion unique pour vous, les jeunes, de promouvoir vos idées et favoriser l'engagement civique. Comme je le disais, cet exercice vous permettra d'avoir une réelle compréhension de la démocratie et de l'appareil démocratique qu'est l'Assemblée nationale du Québec et de mieux comprendre et surtout débattre des enjeux sociétaux et de parfaire vos qualités de leadership. Je vais revenir d'ailleurs plus loin sur cet aspect. J'en profite également pour malheureusement vous dire que très peu d'entre vous êtes représentés dans votre catégorie d'âge à l'Assemblée nationale, même si vous représentez 11 % de la population québécoise. Malgré tout, on peut se réjouir que dans la législature actuelle, il y a le plus grand nombre de femmes, 58, qui ont été élues de toute l'histoire du Québec. Et il y a eu aussi élection dans le comté de Duplessis de la première femme autochtone, Madame la ministre Catherine Champagne-Jourdain. Votre présence ici aujourd'hui confirme votre intérêt à la chose publique. Vous savez, les gens engagés sont mieux placés pour soutenir le développement de l'avenir de leur communauté. Nous ne serons jamais assez nombreux à nous intéresser aux affaires publiques et à vouloir contribuer à l'avancement des débats de société. C'est rassurant et surtout très stimulant de pouvoir compter sur des jeunes comme vous pour continuer l'intérêt vers l'administration publique. Votre expérience, je suis convaincue, va constituer une source d'inspiration pour plusieurs d'entre vous. L'intérêt collectif demeure la pierre d'assise des actions des titulaires de charges publiques.
les services aux citoyens, l'engagement envers l'amélioration des conditions sociales et économiques font d'ailleurs partie des principes et des valeurs de l'Assemblée nationale. Dans l'exercice de votre rôle, 3 éléments peuvent, selon moi, contribuer à faire une différence significative. Le leadership, la volonté de servir la société et l'importance qu'on accorde à notre futur. Ma vision du leadership, habituellement, on peut dire, dans l'ancien temps, quand j'ai commencé à travailler il y a plus que 35 ans, on associait souvent le leadership à l'autorité. C'est pas du tout ça, vous le savez, j'en suis convaincue. Le leadership, c'est d'écouter avec bienveillance, de prendre des conseils, d'être authentique, d'aller chercher vraiment les avis des autres et de donner une vision à partir de ces avis-là. Et c'est aussi le courage de décider. Le leadership, c'est de décider en temps opportun, après avoir consulté, après avoir pesé le pour et le contre. C'est ça, le leadership. Je vous invite à y réfléchir. Parce que l'authenticité, par exemple, est un vecteur puissant du leadership. Vous le savez, vous êtes aux premières loges du changement et c'est vous qui vous allez vivre les conséquences de l'avenir, du futur. Donc, vous avez tout intérêt à vous y intéresser. Votre ouverture d'esprit, votre attitude, vos engagements sont des atouts clés pour vous permettre d'exercer un leadership positif et inspirant. Soyez convaincus, vous serez convaincants. Mais il faut rester ouvert aux autres idées. Avoir toujours raison, ce n'est pas ça le leadership. Il faut rester ouvert et se laisser convaincre lorsque c'est nécessaire. Je vous encourage donc à faire entendre votre voix et à saisir les opportunités pour le faire. Je me suis mis une note. L'important, ce n'est pas avoir raison. C'est de faire pour le mieux. Être au service des citoyens. Le bien le plus précieux d'un gouvernement ou d'une organisation publique, c'est la confiance des citoyens. Pour les parlementaires, les fonctionnaires, les titulaires de charges publiques, la volonté réelle de servir le citoyen demeure sans aucun doute l'un des éléments clés qui confèrent une légitimité indispensable à nos actions quotidiennes. Dans ce type de rôle, vous allez le voir, vous allez le débattre toute la semaine, il faut savoir concilier les intérêts multiples et veiller au bien commun. En tant que participant au Parlement jeunesse, vous vivrez une expérience hors du commun et vous testerez votre capacité à vous engager au service de l'intérêt public. Cette expérience vous permettra de garnir votre coffre à outils, ce qui sera très utile dans le cadre de vos engagements actuels, mais aussi pour affronter les défis de demain. Et comme on le sait, ce n'est pas les enjeux qui manquent actuellement. J'en ai retenu quelques-uns pour porter à votre réflexion. Évidemment, l'éducation. Il faut souhaiter permettre aux jeunes de développer leur plein potentiel et le développement de la société québécoise par le fait même. La réussite éducative représente un enjeu stratégique pour le développement du Québec. La lutte au décrochage scolaire est une priorité. Il faut s'assurer que chaque enfant québécois puisse bénéficier des ressources nécessaires pour aller au bout de son potentiel. La santé. Parmi les grands défis qui nous occupent, renforcer le système de santé, avoir une première ligne forte. Vous allez débattre d'un projet de loi, j'ai hâte de vous entendre sur la prévention en santé, qui est un facteur important dans le développement de nos citoyens. Mais il faut toujours quand même viser une équité et l'accessibilité à tous pour les soins de santé primordiaux. L'adaptation au changement climatique. On subit à tous les jours les effets des changements climatiques. La résilience des écosystèmes de nos communautés et nos infrastructures doivent être renforcées pour prévenir ces effets ou tout au moins atténuer l'ampleur. Il peut être difficile d'échapper à des inondations, à des feux de forêt, on l'a vu l'année dernière, et la nécessité d'adapter nos modes de vie et nos façons de faire pour les éviter ou pour y faire face constitue un défi de taille. Nous allons devoir prévoir des investissements importants, vous allez devoir le débattre, pour des actions qui contribuent à renforcer la résilience du Québec face aux impacts des changements climatiques. Parmi les mesures prioritaires, je vous invite à considérer la prévention de l'érosion des sols, la protection des milieux côtiers, l'adaptation des productions agricoles, l'aménagement du territoire, le verdissement et la gestion des îlots de chaleur. Évidemment,
L'autre côté de la médaille, c'est la transition énergétique. Le Québec est engagé dans la transition énergétique et entend atteindre la carboneutralité d'ici 2050 dans le respect des normes environnementales et sociales. Il est primordial d'utiliser judicieusement l'énergie disponible, investir dans les installations hydroélectriques actuelles, accélérer la réalisation des projets. L'économie, l'emploi, la pénurie de main-d'œuvre. Le pouvoir d'achat de la population s'est érodé avec la hausse de l'inflation. Des efforts importants sont requis pour assurer la progression du revenu disponible des ménages et soutenir les personnes plus vulnérables. Nous faisons face aussi à la pénurie de main-d'œuvre qui affecte plusieurs secteurs du marché du travail au Québec. D'ailleurs, vous remarquerez dans vos lectures que la plupart des lois ou des règles de jeu dans la fonction publique ou dans les conventions collectives ont été faites dans le cadre d'un surplus de main-d'œuvre. Maintenant, dans une optique de pénurie, il faut changer nos façons de faire. Il ne faut pas hésiter à vouloir garder tous les gens, tous les talents à notre disposition. En terminant, la transformation numérique dans tous les domaines, vous allez en parler aussi. La transformation numérique nous aidera à atteindre nos objectifs. L'intelligence artificielle est en train de transformer notre économie. Les technologies polyvalentes sont en train de remodeler notre façon de travailler, d'interagir et de vivre. Toutefois, ces changements rapides soulèvent également des profondes préoccupations éthiques. Les travaux, d'ailleurs, sont en cours au Québec et ailleurs dans le monde. Il reste beaucoup à faire dans ce monde. Maintenant, l'avenir. Défis porteurs d'opportunités et l'acceptabilité sociale. Vous le savez, les défis sont de taille, mais ils sont aussi porteurs de nombreuses opportunités pour l'avenir. La gestion de la pandémie de la COVID est un exemple révélateur à cet égard. Puis là, on me dit, Dominique, vous devriez présenter quelques exemples, puisque j'ai été aux premières loges de la gestion de la pandémie avec plusieurs de mes collègues. Pensez juste au télétravail. Auparavant, le télétravail, c'était une possibilité encadrée avec beaucoup d'égards et avec beaucoup de craintes par le Conseil du Trésor, pour ne pas le nommer. Et la pandémie, soudainement, nous a amenés, moi à ce moment-là, j'étais ministre des Ressources naturelles, sous-ministre des Ressources naturelles plutôt, et j'ai dû en 2 semaines mettre tous mes employés en télétravail. Le télétravail reste toujours maintenant d'actualité au sein de la fonction publique. On l'a aménagé, on s'est assuré d'avoir juste les bons côtés parce qu'il peut y avoir des mauvais côtés au télétravail, mais une situation d'urgence peut amener parfois des éléments de nouveautés fort porteurs. Je vous rappelle la campagne de vaccination où l'ensemble de la société s'est rassemblé, les entreprises ont ouvert des centres de vaccination, les ordres professionnels ont permis à des retraités d'aller vacciner, ont décloisonné des professions, ont en fait des grandes avancées qu'on utilise encore dans le secteur de la santé grâce à l'urgence d'agir dans la pandémie. Fait que je vous invite à innover et à utiliser l'urgence d'agir pour amener des nouvelles façons de faire. Comme leader, la pérennité de vos décisions est aussi un élément crucial. Il faut l'admettre, la vision à long terme peut amener des prises de décisions difficiles, mais c'est un élément clé pour favoriser le développement durable de notre territoire, de notre communauté. Le concept aussi de l'acceptabilité sociale occupe aussi désormais une part importante dans le développement de notre société. L'acceptabilité sociale, c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Le jugement peut être positif, négatif, mais souvent il change avec les arguments qu'on peut apporter, avec l'information qu'on peut donner, juste et transparente. La prise en compte des facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale favorisera une meilleure intégration d'un projet ou d'un projet de loi dans un milieu, une appropriation plus harmonieuse de celui-ci par la communauté. L'un des facteurs à la participation, c'est la participation à la prise de décision, plutôt à l'acceptabilité sociale. Vous devez consulter vos concitoyens, vous devez les entendre et les écouter. Les acteurs du milieu souhaitent avoir la possibilité de participer à la prise de décision pour les projets qui peuvent avoir un effet sur leur qualité de vie ou leur environnement. Dans tous les cas, pour faire face aux défis qui se présentent et en mesure de saisir les opportunités qui s'offrent à nous, l'écoute et le respect demeurent des éléments incontournables. Nous avons besoin de jeunes talents comme vous pour faire face aux défis de demain.
Avec tout le talent qu'il y a dans cette salle, je m'en voudrais ne pas préciser, de ne pas prêcher pour ma paroisse et ne pas vous parler des défis et des opportunités que peut offrir la fonction publique québécoise. La fonction publique doit être le reflet de la population et ses besoins, y compris ceux de la jeunesse. C'est un milieu où le développement de la relève est grandement valorisé. La fonction publique offre des opportunités multiples et permet à ses effectifs d'être au cœur des décisions, des grandes transformations de l'État. J'ai commencé ma carrière comme psychologue à temps partiel dans un petit organisme de l'État et j'ai continué ma carrière au sein de la fonction publique. Donc, vous voyez que ça peut mener à tout. J'ai côtoyé aussi plusieurs directeurs de cabinet qui ont participé à plusieurs reprises au Parlement jeunesse. Donc, c'est un autre côté aussi de la vie parlementaire, l'action politique comme vous le faites actuellement. Somme toute, je compte bien miser sur le leadership et la force des jeunes, sur votre ouverture d'esprit, vos compétences et vos valeurs. Votre engagement sera déterminant pour dessiner le Québec de demain. Mais à plus court terme, vous aurez l'occasion, au cours de la prochaine semaine, de débattre sur des thèmes d'intérêt et pour le moins audacieux. La santé préventive, l'automatisation du travail, l'abolition de la majorité civile et la gestion des données personnelles numériques. Que vos échanges soient constructifs et fructueux et que votre expérience soit des plus enrichissantes. Je suis convaincue que vous sortirez d'ici avec une motivation renouvelée. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de bons débats et qu'ils soient à la hauteur de vos aspirations. Bonne 74e législature.